Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Et bienvenue dans votre émission consacrée à l'actualité au Cameroun post-électoral. L'élection présidentielle camerounaise de 2025 est désormais derrière nous avec l'investiture du président Paul Biya ce jeudi. Mais les tensions qu'elle a suscitées continuent de secouer la scène politique. À peine les résultats proclamés, le pays s'est retrouvé plongé dans une vague d'accusations, de rumeurs et de démentis. Certains évoquent un vaste plan de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur impliquant des acteurs politiques, économiques étrangers. D'autres, au contraire, dénoncent des manipulations médiatiques destinées à affaiblir le pouvoir en place. Au milieu de ce tumulte, le gouvernement camerounais, par la voie de la présidence, dément toute négociation ou attente avec l'opposant Issa Chiroma Bakare. Entre lutte d'influence, communication politique et enjeux géostratégiques, la question reste entière. Que se joue-t-il réellement dans les coulisses du Cameroun post-électoral? Et pour répondre à ces questions, les consultants sont là. Segla, bonsoir. Bonsoir Gérodé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Amen. Merci pour votre présence sur ce plateau. Yannick, bonsoir. Bonsoir Gérard et bonsoir à toute l'Afrique. Des informations circulent bien sûr que Paul Biya, le président, a prêté serment ce jeudi et ces informations circulent sur un prétendu projet international visant à déstabiliser le Cameroun avec la participation des leaders étrangers et d'autres politiciens ou bien d'autres acteurs politiques locaux. Et amen. Que faut-il réellement comprendre derrière ces accusations de complot contre le Cameroun? Alors, merci Gérald. Et chaque pays africain qui, à un moment donné, a épousé les desiderata de la France et, à un moment donné de son histoire, voulait changer de fusil d'épaule, doit s'attendre à toutes les conséquences. C'est ce que nous observons aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina, pour ne pas dire dans l'AES. Alors, lorsque au Tchad, le président Mahamat Dibi a changé depuis le temps de son papa, parce qu'avec les sorties de Père Déby, vous allez remarquer que le Tchad n'épouse plus trop les décisions ou bien tout ce que la France voulait mettre en place dans ce pays. Et lorsque le fils est venu, il a emprunté le pas de son papa. Et vous avez vu tout ce que ça a engendré. Certes, à son arrivée au pouvoir, le président français a cru avoir un nouveau recrue en Afrique centrale pour pouvoir implanter tout ce que la France voulait. Mais le fils, à un moment donné, a compris que non, il va falloir que le Tchad se décide de son avenir sans la France. Et ça a engendré tout ce que ça a engendré. Et on parle aujourd'hui des terroristes qui sont au nord du Tchad là-bas. Alors, si nous revenons au Cameroun, certes, Paul Biya a fait beaucoup d'années au pouvoir et il a travaillé avec la France, mais à un moment donné, il a vu que tout ce que la France lui imposait n'arrange pas sa population et n'arrange pas sa présidence. Alors, à voir son âge, parce que quand tu es un sage, à un moment donné, tu dois être autoritaire et décider de soi-même à un moment donné. Parce que le président Macron ne peut pas prendre l'Afrique comme un arrière-coup et puis venir décider tout ce qu'il veut. Donc, le président camerounais a dit non sur un certain nombre de sujets. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la situation sécuritaire même en Afrique, si un pays est en difficulté, vous allez voir qu'à côté, il y a son voisin qui est en connivence avec ses ennemis. C'est ce qu'on observe au Congo. Quand vous voyez le Rwanda, la crise au nord Kivu et au sud Kivu, vous allez voir c'est le Rwanda qui est derrière. Alors, à chaque fois qu'un pays est en crise, quand vous prenez aujourd'hui le cas du Mali, quand le Mali est en crise, il y a l'Algérie qui est à côté. Le Burkina est en crise, il y a la Côte d'Ivoire qui est à côté. Quand vous voyez le Niger est en difficulté, il y a le Bénin qui est à côté. Donc, c'est comme ça un peu partout en Afrique. Et c'est la même chose que la France voulait instaurer au Cameroun. C'est-à-dire, à un moment donné, les terroristes n'ont plus d'abri. Donc, ils voulaient changer le territoire camerounais comme base arrière pour ces terroristes. Et c'est ce que Paul Biya a refusé. Et c'est ce qui a engendré, et c'est ce qui a amené
et cette histoire de Issati Roma qui, selon certaines investigations, aurait accepté ce deal-là. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans la crise. Donc, c'est le moment de revenir à nos Africains. Qu'est-ce que nous voulons? Jusqu'à quand nous allons accepter que les étrangers viennent nous séparer? Après tout, lorsqu'il y a feu, aujourd'hui en Afrique, je ne pense pas que ça va impacter la France. La France, elle, cherche son intérêt. Mais nous, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? C'est la question que nous devons nous poser. Et Yannick, il y a des informations sur un prétendu projet international qui vise à déstabiliser le Cameroun et parle aujourd'hui des contrats et que Paul Biya aurait refusé, aujourd'hui Tiroma qui a accepté. S'agit-il d'un scénario crédible ou d'une instrumentalisation politique? Alors, merci Jérôme. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a soif que toute eau est bonne à boire, au risque de s'intoxiquer pour rien. Aujourd'hui, le peuple camerounais, c'est vrai, il a soif de l'alternance. Les 43 ans que le président Paul Biya a passé au pouvoir, c'est énorme, il faut le reconnaître. Et c'est cette soif d'alternance-là que certaines personnes de la classe politique camerounaise, en complicité avec les puissances occidentales, instrumentalisent pour faire basculer le Cameroun dans la précarité, dans la pauvreté, dans le retard économique et politique. Ce n'est pas parce qu'on a soif de l'alternance qu'il faut jeter son dévolu sur la première personne qui se présente sous la casquette d'opposant. Encore moins le candidat Tiroma, qui est prêt, il l'a montré par ses différents appels, qui est prêt à voir le sang couler, le sang des Camerounais couler juste pour assouvir ses ambitions politiques. Il va falloir que le peuple camerounais se ressaisisse. Vous savez, l'alternance, c'est un bien joli mot qui s'inscrit dans le processus démocratique tel que les puissances occidentales nous l'ont appris. Mais l'alternance n'est pas une garantie de stabilité politique, économique et militaire. Et la preuve, vous savez, les monarchies du Golfe, il y a plusieurs pays où il y a le régime monarchique, d'accord, où règnent les rois et les reines, mais qui marche très bien. La population ne manque de rien. Je ne dis pas que l'alternance n'est pas bon. L'alternance est bonne, à condition qu'elle soit mise en place dans les conditions qu'il faut. Et la preuve en est que, vous avez, prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, élu démocratiquement, il a été évincé grâce au lobbying des puissances occidentales. Aujourd'hui, on a Alassane Dramane Ouattara qui vient d'être réélu. Mais regardez comment la Côte d'Ivoire est. C'est vrai qu'économiquement, en termes d'infrastructure, la Côte d'Ivoire se positionne sur la scène internationale comme un poids lourd. Mais est-ce que ça profite vraiment? Ça profite vraiment aux populations ivoiriennes? C'est la grande question qu'il faut se poser. Vous savez, il est important que nous commencions par réfléchir au-delà des cadres qui nous sont imposés. Les déclarations de Robert Bourgi, la révélation de Robert Bourgi, qui ont été faites l'année passée, doivent nous ouvrir les yeux. À chaque fois qu'il y a élection en Afrique, du moins toute élection qui a lieu sur le continent africain, n'échappe jamais au contrôle des puissances occidentales. Ça, il va falloir que nous le reconnaissions. Parce que l'Afrique est devenue... elle n'est pas devenue, elle a toujours été le supermarché des puissances occidentales où ces puissances viennent faire leurs approvisionnements, leur ravitaillement en pétrole, en or, en uranium, en ressources naturelles de toutes sortes. Donc, il est important que les régimes ou bien les leaders africains répondent vraiment à leurs intérêts. Donc, ils s'assurent que ceux qui sont au pouvoir soient prêts à répondre à leurs intérêts. Et c'est dans ce cadre que nous observons les différentes violences qui sont les violences post-électorales qui ont lieu au Cameroun actuellement. Et si je me base sur les déclarations de Bourgi et sur ce qui se passe de façon générale sur la scène internationale, sûrement que le président Paul Biya, sûrement que le président Paul Biya, tel que tu viens de le dire dans ta question, a refusé de jouer le jeu des Français. Et vous allez voir que depuis un moment déjà, le président Paul Biya a commencé par nationaliser les entreprises qui étaient autrefois privatisées.
Et à la tête, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises. Si je me base sur la déclaration de Bourgi et sur ce qui se passe de façon générale sur la scène politique internationale, sûrement que les puissances occidentales ont approché le président Paul Biya pour lui faire des propositions. En ces termes, je caricature un peu. Alors, président Paul Biya, bientôt les élections, vous avez notre soutien entier, à condition que vous jouez le jeu que vous savez déjà. Et le président Paul Biya sûrement aurait répondu non, j'en ai assez fait. Il est temps que nous nous occupions de l'Afrique. Il est temps que je m'occupe du Cameroun. Il est temps que je me préoccupe vraiment du développement du Cameroun. Et moi, je ne suis pas votre homme. Et c'est ainsi qu'ils auront jeté leur dévolu sur le candidat Issa Tiroma. Et lui aussi, étant décidé à réaliser ses ambitions politiques, il s'est prêté au jeu. Et alors, la déstabilisation, c'est déjà le fait. La déstabilisation au Cameroun, lors de ces élections, a commencé quand le candidat Issa Tiroma s'est autoproclamé vainqueur de ces élections-là, au soir même du jour de vote. Ça, c'est de la déstabilisation pure et simple. La manipulation. La manipulation, voilà, pure et simple. La manipulation, c'est également, une fois que Issa Tiroma a été déclaré perdant, il a appelé la population, les populations du Cameroun à envahir les rues, à manifester, quitte à se faire réprimer par l'armée camerounaise. Ça également, c'est de la manipulation. Et ça, juste pour prêter le flanc aux puissances occidentales, de récupérer cela afin de légitimer leur intervention. C'est de la manipulation pure et simple. La manipulation et la tentative de déstabilisation, c'est également l'ingérence des puissances occidentales. Et je veux faire allusion aux récentes déclarations du sénateur américain Jim Risch, qui est le président de la commission des affaires étrangères au Sénat américain. La déstabilisation, c'est ça. Et donc, il va falloir que le Cameroun, du moins la population camerounaise, prenne la mesure de la chose. Alors, l'alternance, c'est bien. Mais de quelle alternance parlons-nous? C'est la grande question que les Camerounais doivent se poser actuellement. D'accord. Et restons dans le cadre des complots, des manipulations et de la déstabilisation. Les observateurs évoquent la présence de groupes armés et de soutien financier étrangers qui auraient déjà infiltré le territoire camerounais. Amen. Comment l'État camerounais peut-il garantir la sécurité nationale et la stabilité du pays face à de telles allégations? Je viens de le dire dans l'entame de cette émission que lorsque tu fais dos à la France, prépare-toi à toutes les conséquences. Et Paul Biya n'est pas un novice en politique. Il sait comment la géopolitique se déroule. Il sait à quoi s'en tenir lorsqu'il refuse les propositions de la France. Alors, pour ce qui concerne la sécurité d'un État, on ne parle pas de la... C'est vrai, on peut parler dans la généralité, mais on ne peut pas rentrer en profondeur des stratégies mises en place pour contrecarrer tous ces plans-là. Je ne sais pas si vous voyez. Et sûrement, je pense que tout est mis en place au Cameroun aujourd'hui pour arrêter tout ce qui serait infiltré dans la main pour causer du désordre ou bien semer la zizanie au sein de l'État camerounais. Et j'invite aussi la population à la vigilance. Parce que l'État peut avoir toutes les stratégies, peut mettre en place toutes les dispositions, mais si la population ne coopère pas, ce serait vraiment pour l'État de s'en sortir. C'est-à-dire, s'il revient à la population d'informer à temps réel tout ce qui se passe sur son territoire. Quand vous observez quelque chose qui sort de l'ordinaire, la moindre des choses, c'est d'informer les autorités compétentes. Informer la police, informer la gendarmerie que j'ai observé une telle situation à tel endroit et que ça sort de l'ordinaire. Donc, venez voir ce qui se passe. C'est de cette manière seulement que l'État camerounais puisse sécuriser son territoire. Et c'est le moment aussi, pas d'alarmer la population, mais d'informer tout ce qui se passe. Comme ça se fait au Cameroun, je dis au Cameroun, comme ça se fait au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré n'hésite pas à expliquer à la population ce qui se passe sur son territoire. Nous sommes en guerre, il va falloir que tout le monde participe. Voilà. Et votre rôle, c'est de nous informer,
des situations qui sortent de l'ordinaire. Et je pense que si on met cette stratégie en place au Cameroun, l'État camerounais peut s'en sortir. Et selon les informations, la crise post-électorale au Cameroun serait soutenue par une main forte et les groupes armés seraient également infiltrés sur le territoire camerounais pour causer ou bien pour mettre en place le chaos afin d'obtenir la déstabilisation. Mais Yannick, quel rôle pour l'armée dans cette période sensible? Alors, c'est possible ce que tu viens de dire, mais avant de te répondre, il faut que les gens sachent que quand les puissances occidentales commencent à diaboliser un chef d'État africain qui a longtemps été au pouvoir et qui a longtemps collaboré avec ces mêmes puissances occidentales-là, il faut savoir que ces chefs d'État sont en train de dire non à ces puissances occidentales. Ils sont en train de tourner le dos à ces puissances occidentales-là. Et ça, c'est difficile à digérer par ces puissances. Et c'est ce que Paul Biya est en train de subir. Et Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo a subi la même chose, puisque lui aussi il a eu à collaborer avec la France quand il a décidé de dire non, ça suffit. Ils ont commencé par le traité de tous les noms d'oiseaux, du dictateur, de quelqu'un qui est prêt à sacrifier le peuple et tout ce qu'on veut. Alors, et quand ces puissances occidentales décident de te pourrir la vie, eh bien, elles n'y vont pas de la même morse, elles n'y vont pas par le dos de la cuillère, elles mettent en place tout ce qu'il faut. Et ce que tu viens de dire fait partie de leur modus operandi. Et souvenez-vous, au Burkina Faso, lors de l'attaque de Karman en avril 2023, où des terroristes ont été habillés en tenue militaire burkinabé pour semer le chaos au sein de la population, pour tuer des femmes, des enfants, des personnes âgées, et tout ça pour faire porter la responsabilité à l'armée burkinabé et aux dirigeants du MPSR, notamment le capitaine Ibrahim Traoré. Donc ça fait partie de leur mode opératoire. Donc ne soyez pas surpris si dans les jours à venir, nous assistons à une scène pareille au Cameroun. C'est en train déjà de se faire. C'est déjà en train de se faire. On est en train d'accuser à tort et à travers l'armée camerounaise de tirer sur la population. Ça, je ne suis pas au Cameroun, je ne peux pas le dire. Mais ce n'est pas tout ce que on véhicule dans les informations qu'on va prendre pour vrai. Donc, tout ça pour dire que les puissances occidentales sont prêtes à tout. Alors, comment faire pour assurer la sécurité au Cameroun? Le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, déjà, il va falloir que le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, Paul Atanganji, il a parlé, il a dit qu'il faut renforcer les dispositifs sécuritaires, les patrouilles. Les patrouilles sont renforcées et tout. Les militaires, l'armée également est mise à contribution parce que c'est la principale garante de la sécurité du pays. L'armée, je le précise, elle est républicaine et le devoir des militaires, c'est de tout faire pour garantir cette sécurité-là au sein de la population. C'est de tout faire pour que les Camerounais se sentent en sécurité. Et surtout, ce n'est pas seulement l'armée ou bien les militaires qui ont leur part de responsabilité à jouer dans le calme qu'on doit observer au Cameroun. Mais les personnes, bien les personnalités de la classe politique au Cameroun ont également leur rôle à jouer. Si la situation doit se calmer, il va falloir que le parti au pouvoir de Paul Biya y apporte son grain de sel. Et également le parti de Issa Tiroma. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Issa Tiroma, il est camerounais. Et si aujourd'hui il ne se préoccupe pas de la tranquillité, de la sécurité des Camerounais, eh bien c'est grave. Non, mais Issa Tiroma quand même est soutenu par une main forte, on vient quand même de le dire selon les informations. Lui, il doit aller au bout de sa mission, le chaos. Voilà. Donc pour que ça soit corrigé, il faut qu'il y ait, une prise de conscience de sa part, qu'il abandonne son projet politique. Mais il y a plusieurs moyens de servir son pays, Jérôme. Pas nécessairement être président de la République. Donc il va falloir qu'il prenne conscience. Non, mais, et je ne te coupe pas la parole, mais déjà, il a retourné déjà sa veste. Donc aujourd'hui, le voir revenir encore sur sa décision, c'est sa mort politique, quoi. Il a abdiqué. Oui, mais il a déjà retourné. En fait, le monsieur, il a déjà fait plus de 18 ans dans le gouvernement de Paul Biya. Et à 3 mois des élections, il a retourné sa veste. Parce que, bon,
on lui a approché, on lui a proposé un certain nombre de choses. Il a retourné sa veste contre son mentor. Donc, il ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il a déjà promis, je l'ai dit tout de suite. Il a déjà pactisé avec le diable. Voilà. C'est-à-dire, quand tu acceptes une proposition de la France, c'est-à-dire, c'est comme c'est dans la mafia. Quand tu y entres, on ne sort pas. Et mais c'est triste, c'est triste d'assister à ce genre de choses. Donc il va falloir que la classe politique de l'opposition également, je vais le dire, qu'ils prennent conscience. Ce n'est pas parce que tu veux accéder à la magistrature suprême que tu vas sacrifier la population. Si aujourd'hui Issa Tiroma Bakary veut faire les choses dans les normes, eh bien, il va accepter sa défaite tranquillement, d'accord? Il a son parti, le Front de soutien, le Front National du Salut pour le Cameroun, ou bien si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, tout ce qu'il a à faire, c'est de se recentrer sur ses activités politiques et d'assumer pleinement sa casquette d'opposant. Il ne s'agit pas de s'ériger ou bien de s'auto-proclamer ou opposant juste pour assouvir ses fantasmes et ses envies de président. Sinon, c'est la population qui risque de subir les conséquences. Et la population est en train de subir déjà les conséquences. Donc, de façon générale, toute la classe politique dirigeante actuelle au Cameroun, de concert avec la classe de l'opposition, doivent tout faire pour que la sérénité règne au Cameroun actuel. Le président Paul Biya a prêté serment ce jeudi et il a quand même envoyé une invitation à son opposant, son ami Issa Tiroma, et sûrement c'est sur l'invitation là que le constat que nous faisons, le constat qui nous est révélé que plusieurs plateaux télé et réseaux sociaux deviennent le théâtre d'informations contradictoires et parfois non vérifiées. Une supposée affaire de négociation entre Issa Tiroma et le gouvernement, c'est-à-dire le parti de Paul Biya. Amen. Face à ces affirmations, à travers un communiqué, les autorités ont formellement démenti toute négociation avec l'opposant Issa Tiroma. Maintenant, dites-nous, est-ce que ce démenti suffit-il à restaurer la confiance entre les institutions et la population? Alors, aujourd'hui, quand vous assistez à certaines émissions sur certains plateaux télé, vous allez remarquer que les gens voulaient surfer sur la fragilité au sein du RDPC, le parti de Paul Biya, pour pouvoir fragiliser encore la population. En fait, pour réduire la confiance que le peuple camerounais lui a accordée pour ce mandat-là. Et vous allez demander, d'abord, quand vous prenez des médias, les médias sont là, vous allez voir qui sont derrière ces médias-là. Chaque média a une ligne éditoriale. Et il y a les grands patrons qui sont derrière et qui donnent des orientations. Et vous allez voir, que ce soit sur les médias occidentaux ou bien les médias africains, posez-vous la question, qui sont derrière ces médias-là? Donc, de façon globale, j'allais dire que c'est ceux qui aujourd'hui veulent voir comment il s'appelle, Issa Tiroma, avec son plan de déstabilisation subversive en Afrique centrale, c'est eux qui sont derrière ces émissions-là. Pour dire que non, aujourd'hui Paul Biya est en difficulté, donc il cherche même à proposer le poste de Premier ministre à Issa Tiroma, et qu'aujourd'hui, le RDP, au sein même du parti, il n'y a pas d'accord, que d'autres personnes, à la proclamation des résultats, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Ça veut dire que Paul Biya est isolé. Donc Paul Biya ne peut plus faire encore ses 7 ans à la tête du Cameroun, du moment où il n'a plus le soutien au sein de son propre parti politique. Donc c'est une manière d'intoxiquer, de manipuler l'opinion pour préparer l'arrivée de Issa Tiroma. Donc tout ça là fait partir du plan concocté par les impérialistes surtout, c'est eux qui sont derrière tout ça là. Parce que beaucoup de ces médias, même si c'est au Cameroun, beaucoup de ces médias-là sont financés par ces impérialistes-là. Donc, ce sont des propos à balayer du revers de main. Et maintenant, ce démenti, est-ce que ce démenti suffit pour restaurer encore la confiance entre les institutions? Non, mais cela n'entache à rien la légitimité de président Paul Biya aujourd'hui. Ça, ce sont juste des propos de certaines frustrations, certaines personnes frustrées qui écument les plateaux télé pour dire de n'importe quoi.
Parce que si on le pourrait, qui au sein du RDPC ne s'entendent pas, est-ce qu'ils sont capables de donner leur nom? C'est vrai, au sein de chaque parti politique, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des tiraillements sur un certain nombre de sujets, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'accordent pas sur l'essentiel. Ça existe au sein de ses propres partis, même au sein du parti de Issa Tiroma. Ouais. Voilà, il y a ça. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit statuer pour dire que Paul Biya ne peut plus gouverner au Cameroun. Et Yannick, face à ces affirmations, à travers un communiqué, les autorités ont formellement démenti toute négociation avec l'opposant Issa Tiroma. Faut-il aller plus loin dans la communication officielle pour éclairer encore l'opinion? Vous savez, les médias, ils jouent un rôle très important dans ce pays, surtout dans les processus électoraux. Et qui contrôle les médias, qui contrôle l'information, contrôle sur le processus. Et vous allez voir que c'est le principal canal par lequel Issa Tiroma et son parti et ses collaborateurs passent pour intoxiquer la population camerounaise. Et ces différentes allégations selon lesquelles le parti du président Paul Biya aurait contacté Issa Tiroma pour lui proposer un quelconque poste de Premier ministre, c'est de l'intox pur et simple. Alors, est-ce qu'un simple démenti officiel suffit? Ben, je ne pense pas. Déjà même, je ne pense pas que la population camerounaise go pour ce genre de choses, parce que la population camerounaise, elle est consciente de l'enjeu de ce processus électoral. La population camerounaise est consciente de ce qui se joue. Donc, je ne pense pas que le peuple peut avaler ces gens, je vais dire d'idiotie, que rapporte l'entourage de M. Issa Tiroma. Alors, il va falloir que le gouvernement camerounais éclaire plus souvent la lanterne de la population en organisant des conférences de presse périodiques, régulières, pour que la population camerounaise ne soit pas engouffrée par ce flot d'informations. Et plusieurs pays africains ont connu des crises post-électorales aux conséquences lourdes. Et quelles leçons le Cameroun peut-il tirer de ces expériences pour préserver sa stabilité et éviter un scénario de chaos? Alors, la première des choses est que le peuple camerounais doit comprendre quelque chose. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire vous prenez les pays qui ont en partage la langue française en Afrique de l'Ouest, celui qui bombe le torse comme le major de la classe, c'est la Côte d'Ivoire, au sein de l'UEMOA. Et quand vous prenez les pays que la France, certes, même si le Cameroun n'a pas été colonisé par la France, le Cameroun a été mis sous tutelle de la France comme le Togo. Donc, ce n'est pas en tant que tel une colonie française sur le Cameroun. Mais, comme on connaît les Français, ils se pointent un peu partout. Donc, ils ont pris le Cameroun comme leur colonie. Alors, si je reviens sur mon sujet, quand vous prenez le Cameroun en Afrique centrale, c'est le plus costaud parmi les pays qui partagent le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc, ce serait vraiment difficile pour la France de laisser le Cameroun lorsqu'il a déjà mis le pied sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui est en jeu actuellement. Donc, le peuple camerounais doit comprendre cela et intégrer dans leur mentalité que aujourd'hui, si vous laissez un sous-fifre, un valet, un vassal de la France venir à la tête du Cameroun, c'est fini pour vous. Vous devez dire adieu à votre souveraineté. Parce que c'est comme si c'est une néocolonisation. C'est-à-dire qu'ils vont passer par votre pays pour vous mettre en difficulté avec vos voisins, comme c'est en train de se passer, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin et ainsi de suite. Et c'est la même chose, c'est le même schéma qui va se reproduire au Cameroun. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans une de nos émissions ici, que quand vous prenez les entreprises camerounaises aujourd'hui, plus de 77% ont été nationalisés. Donc, tout cela, vous allez voir que la gestion même des entreprises de l'État va devenir catastrophique au point où on va vous proposer la privatisation. Et vous savez tout ce que la privatisation engendre dans nos pays. Au moment où certains pays veulent naturaliser les entreprises, vous allez retourner dans l'ancien schéma.
Et tout ça, là, ça va arriver. Et que vous allez remarquer, vous allez regretter le départ de ce nationaliste-là, quelqu'un qui veut du bien pour son pays. L'exemple de la Libye est là. Lorsqu'on a appris aux Libyens de créer démocratie, et ils ont répété démocratie. Le respect des droits de l'homme. Voilà, droits de l'homme, droits de l'homme. Des libertés individuelles, des libertés fondamentales. Et ça a engendré la mort de Kadhafi. Aujourd'hui, le pays est divisé. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont trouver la solution. Et si c'est ce que vous voulez, tant pis pour vous. Amen vient de parler du Kawi également, la République centrafricaine qui est là-bas, le Tchad et la Guinée équatoriale également qui est juste à côté pour éviter le chaos. Yannick, quelle leçon le Cameroun doit retenir autant pour moi pour éviter le chaos et maintenir sa stabilité? Moi, j'aimerais déjà poser une question, si tu permets. Pourquoi dans plusieurs des pays, il y a encore des crises post-électorales? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Une élection doit normalement être une période faste, une période de fête où la population est libre de choisir en toute joie le candidat qu'il souhaite. Et la première leçon pour moi, c'est que la souveraineté pour chaque pays africain est non négociable. Tout pays doit être souverain, que ce soit du point de vue économique, politique, militaire, social. C'est cela qui peut nous aider à organiser nous-mêmes nos propres élections sans que ces puissances occidentales n'auront à s'ingérer dedans. Et c'est ce que Paul Biya est en train d'instaurer dans son pays et c'est ce qu'il vaut aujourd'hui, cette chasse aux sorcières qu'il subit de la part des puissances occidentales. Il va falloir que nous, les pays africains, nous fassions tout pour que nous ne dépendions plus dans quel domaine que ce soit de ces puissances occidentales. Voilà. Mesdames et messieurs, au-delà des rumeurs, des démentis, des accusations, une chose demeure essentielle, la stabilité du Cameroun. Les élections sont un moment de choix démocratique, mais elles ne doivent jamais devenir un prétexte à la division ou à la violence. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple camerounais mérite la vérité, la transparence et le respect de sa souveraineté, et que les acteurs politiques, les médias et la société civile travaillent ensemble pour préserver cette paix, éclairer l'opinion et renforcer la confiance dans les institutions. C'est à ce prix que la nation pourra continuer à avancer unie et debout. Merci à nos invités, à nos consultants. Merci pour l'invitation. Pour les analyses. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre chaîne pour d'autres émissions d'éclairage et débat. Bonsoir chez vous.